Bonjour, donc je pense que certains d'entre vous avaient déjà assisté au séminaire de l'année dernière, où nous avions donc le but de ce séminaire, c'est de reprendre la question des informations contenues dans les sources chinoises sur l'histoire de l'Asie centrale, disons en gros du IIe siècle avant Jésus-Christ à l'époque de la conquête arabe, mais en réalité, on s'arrête quand même un peu avant, parce que le matériau est vraiment riche. Et une autre idée de ce cours, c'est qu'on essaie, dans toute la mesure du possible, de mettre en dialogue les données des sources chinoises avec les données les plus récentes de l'archéologie, donc archéologie qui peut être une archéologie chinoise, mais et surtout l'archéologie soviétique et post-soviétique. Ce dialogue entre les sources chinoises et l'archéologie, disons, a toujours souffert de ce que un des côtés courait après l'autre. L'information des philologues sur l'archéologie était souvent incomplète ou retardait. L'information des archéologues sur les sources écrites, et notamment les sources chinoises, n'était pas non plus satisfaisante. Et donc, nous allons essayer, dans la mesure du possible, de combiner ce qu'il y a de plus actuel dans les deux. Et alors, un autre fil conducteur de ce séminaire, c'est que nous mettons au premier plan, pas exclusivement, mais au premier plan les données contenues dans la compilation administrative dite le Tongtian, pour des raisons que nous avons expliquées l'année dernière et sur lesquelles Chao Zhong va revenir dans les cours suivants, c'est-à-dire que premièrement, le Tongtian est en fait chronologiquement la plus ancienne des sources que nous possédons pour l'époque Tang, 7e, 9e siècle, et que deuxièmement, malgré son caractère de patchwork non harmonisé, car ce n'est pas ce qu'on peut appeler à proprement parler une chronique historique, c'est un compendium de notices administratives, malgré son caractère de patchwork, il a préservé souvent des morceaux de texte antérieurs et qui n'ont pas été récupérés ailleurs, dans les chroniques suivantes. Donc, c'est vraiment une source indispensable et, disons, jusqu'à présent, utilisée d'une manière vraiment assez parcellaire. Voilà, ça c'est donc le fil conducteur du séminaire. Alors, donc, le Tongtian, pour ce que nous allons voir cette année, c'est-à-dire surtout centré sur la notice sur le pays du Kangqiu, à réexaminer. Donc, le Tongtian est vraiment la source qui combine de manière très étroite et parfois avec certaines zones de recouvrement, la notice sur le Kangqiu, le pays de Chach, c'est-à-dire aujourd'hui Tashkent, et le pays de Kang, c'est-à-dire Samarcande. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a un rapport évident, c'est qu'en fait, Samarcande a hérité du nom du Kangqiu. Et de même que la région de Tashkent aussi en a hérité dans son principal site archéologique, Kangka. Alors il se trouve que l'année dernière, on avait beaucoup concentré sur les données sur Samarcande, parce qu'elles sont particulièrement riches du point de vue tant de textuel qu'archéologique. Et on avait aussi abordé les données sur le Chach, la région de Tashkent. Et par ailleurs, on avait passé en revue aussi un certain nombre d'autres notices. Mais on avait laissé de côté les informations sur le Kangqiu lui-même. Alors, parce que en fait, le Kangqiu, c'est la matrice de tout le reste. C'est-à-dire que, pour dire les choses très brièvement, c'est, disons, un empire. Oui, on peut dire que c'est un empire. Un empire semi-nomade
qui apparaît dans les sources chinoises à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui est à l'arrière, dont sont issues les autres principautés d'Asie centrale, qui s'en sont détachées, enfin, qui tantôt ont été absorbées par lui, tantôt s'en sont détachées par un processus progressif. Donc, il faut vraiment maintenant reprendre très systématiquement tout ce qui concerne le Kangqiu, qui est donc, on va dire, enfin encore une fois, la matrice de toutes ces formations politiques qui ont suivi. Alors, plusieurs raisons donc pour s'intéresser au Kangqiu. Alors, pour vous situer les choses géographiquement, hein, en gros, il y a le petit Kangqiu, c'est-à-dire au sens vraiment le cœur politique de ce pays. Ça a été très discuté, je vais revenir là-dessus, mais enfin, disons maintenant, chez les archéologues, il y a un certain consensus pour dire qu'en fait, c'est une région pas très grande, voilà, peut-être 200-300 km dans les deux directions, ce que je vais définir ici, qui correspond en gros, disons, aux régions au nord du cours moyen du Syrdaria. Bien, donc en gros, c'est qu'entre l'Ouzbékistan du nord et le Kazakhstan du sud aujourd'hui. Mais que par ailleurs, le Kangqiu a eu des poussées, parfois militaires, parfois sous forme d'alliances, des poussées qui l'ont conduit vers le sud, donc vers le pays de Sogdiane, mais aussi très très loin vers le nord, et d'après certaines théories, qui ne sont pas forcément irréfutables, il aurait fini éventuellement par vassaliser d'une certaine manière ou entrer en relation tributaire avec des peuples nomades des bas-cours de la Volga et du Don. Un rayonnement qui est allé très loin. Bien. Alors, il se trouve que, on avait compris, les sinologues avaient compris dès le moment où la grande chronique du Hanshu, c'est-à-dire la chronique des Han antérieurs, hein, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, dès le moment où ce texte est devenu accessible, et il est maintenant accessible aussi en traduction, on avait compris que le Kangqiu avait été le principal partenaire de la Chine dans les affaires occidentales entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ. Ceci dit, les non-sinologues ont vraiment pris du temps pour intégrer cette notion qui, en fait, c'est pas vraiment encore imposée. Le Kangqiu est un peu dans une zone d'ombre. Next, Chao Zhong. Oui, voilà. Alors, pour en donner un can you animate? Yes, okay. You animate. Oui. Voilà par exemple une carte dans le livre tout à fait classique et qui garde des mérites immenses de René Grousset, L'Empire des Steppes, qui est dépassé mais n'a jamais été refait. Et il est même l'objet d'une traduction anglaise récente. Hein. Ils en sont il est paru en 1938, il est constamment réédité jusqu'à maintenant, et dans ce livre propose une carte donc, des empires des steppes, à l'époque qui nous intéresse, donc 2e siècle avant, 1er siècle après. Où est le Kangqiu ? Où est le Kangqiu ? Alors, il y a les Huns, n'est-ce pas, les Xiongnu, voilà, les Wusun, bon, ça fait longtemps qu'on les connaît. Le Kangqiu, quand on cherche dans Grousset, on voit qu'il apparaît 2 fois. Dans son texte, il y a une petite ligne où il dit « Le Kangqiu, entre parenthèses, la Sogdiane ou Transoxiane », les régions au sud du Syrdaria. Voilà, et il considère que c'est la même chose. Mais quand on regarde sa carte, il met un bizarre Kienku près de la mer d'Aral, qui est en fait le Kangqiu, et donc probablement c'est le reflet
ici, ça pourrait être le reflet des théories qui avaient déjà cours chez les archéologues soviétiques, selon lesquels le Kangkyu, c'était quand même très très au nord, et d'une certaine façon, à certains moments, se confondait avec le Khorezm. Ben voilà, le Kangkyu dans l'Empire des steppes de René Grousset. C'est-à-dire un non-objet, en réalité. Bien. Par ailleurs, jusqu'à maintenant, next, Cao Zhang, il y a eu des désaccords très profonds et pas encore résolus sur l'extension territoriale de cet empire, sa structure politique et sa structure sociale. Alors, pour ce qui est de l'extension territoriale, disons, le consensus ou quasi-consensus qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature scientifique soviétique et post-soviétique, c'est donc de considérer que le noyau, je l'ai dit tout à l'heure, le cœur véritablement, c'est pas grand. D'ailleurs, ça pourrait très bien, les Chinois le savaient, puisqu'ils disent le Kangkyu est un petit royaume. Alors, petit royaume chez les Chinois, ça peut vouloir dire un certain nombre de choses. Ça peut vouloir dire royaume pas très fort militairement, etc. Moi, je pense que quand ils disent petit royaume, ça veut dire petit, dans ce cas-là. C'est-à-dire pas très grand. Ce serait au sud de la chaîne des monts Karatao. Voilà, ça irait jusqu'au Sirdaria, descendre jusqu'à Tachkent, et à l'est, les piémonts des chaînes occidentales issues du complexe montagneux central, notamment les monts Alai. Ce serait en gros ce triangle-là. Mais par ailleurs, next. Non. Ah, it's disorder. Ah, yes, ok. Donc voilà. Le cœur politique du Kangkyu, d'après les plus récentes publications en russe, tout de suite, je dis qu'il y en a deux qui forment vraiment la base, c'est les travaux de l'archéologue Alexandre Podouchkine. Bon, il a fait un livre général en l'an 2000 et il continue. C'est aujourd'hui... il travaille au cœur de cette région, l'université de Chimkent, et on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est l'élucidateur le plus actif sur ces questions. Et puis, par ailleurs, un recueil de travaux qui vise à fournir vraiment un texte de référence. On va voir qu'il y a beaucoup à dire dessus, sous la direction de l'archéologue Yatsenko de l'université de Moscou, paru en 2020. Alors, ils sont d'accord sur deux choses, enfin sur une chose, c'est que il y a effectivement le cœur politique, le voilà, on l'a encadré ici, moyen Sirdaria, et le voilà en grand d'après une des cartes données par Podouchkine, qui est le seul à donner de bonnes cartes archéologiques. Lui, il a vraiment mis sur sa carte tous les sites connus. Alors voilà une carte synthétique, voilà les monts Karatao, le Sirdaria, les piémonts, ça va jusqu'à Tachkent, la région de Tachkent, ici Kanka. Il a essayé ces petits remparts qu'il a mis ici, ce sont des propositions pour les sites qui auraient pu être les capitales saisonnières, on va revenir aussi là-dessus. Et puis par ailleurs, il y a la notion du Kangkyu étendu, alors marqué par Yatsenko. Is there an animation for the limits? No. No problem. Cette ligne pointillée, vous voyez ici, enfin pointillée, segmentée, ici, qui descend, qui remonte, etc. Ce serait le Kangkyu au sens large, comprenant les États vassaux. C'est-à-dire, vous voyez, ça attrape au sud Samarcande, Boukhara, jusqu'à la Moudaria, la Sogdiane, et puis ça arrive, ça déborde un peu vers l'est, jusqu'au cœur du Kirghizistan actuel, aux dépens avec une frontière instable avec le peuple dit des Wusun, et puis donc au nord-ouest,
ça va très loin. Là, il le fait aller jusqu'au-delà de la mer d'Aral, jusqu'au sud de l'Oural. Et vous voyez encore cette ligne qui est ici, suggère que les systèmes des alliances est allé encore beaucoup plus loin et peut-être même jusqu'à la mer Noire. Donc voilà, les deux acceptions actuellement les plus admises pour les limites du Kankyu, limite du petit Kankyu et limite du grand Kankyu. Alors, c'est donc, on voit donc bien, d'après cette carte, que dans sa plus grande extension, c'est une formation impériale qui bénéficiait d'atouts considérables. D'abord, ayant vassalisé ou du moins entré en système d'alliance avec les villes de la Sogdiane au sud, qui avaient déjà une activité marchande, le Kankyu avait le contrôle sur la branche centrale de la route de la soie qui commence à ce moment-là, à partir du 1er siècle avant notre ère, à s'établir avec la Chine. Mais par ailleurs, avec ces très longues extensions vers le nord-ouest, il a aussi l'accès aux ressources de ces peuples, tribus, enfin comme on veut, de la mer d'Aral, de l'Oural et au-delà, ressources qui étaient principalement, alors ce qui est toujours mentionné par les Chinois, c'est les fourrures. Bon, il y a aussi les esclaves capturés dans la steppe, il y a aussi, dans les guerres intertribales, semble-t-il surtout, la route de l'ambre. Donc le Kankyu est dans une position extrêmement privilégiée pour réunir les fils de ces courants commerciaux. Par ailleurs, il a une réputation, les Chinois lui donnent une réputation de redoutable force militaire. On va voir tout de suite les images qui illustrent ça. Une des ressources qui ont permis cette réputation, enfin, plusieurs ressources ont permis cette réputation. Beaucoup de mines de fer sur le territoire, donc une armurerie active, d'excellents chevaux. Les Chinois considéraient que les meilleurs chevaux du point de vue des Chinois venaient de la région du Ferghana, ici dans le Haut-Sirdaria, qui est à l'est du Kankyu et qui parfois en a dépendu. Ils parlent toujours des chevaux du Ferghana parce que pour eux c'était les plus accessibles. Mais les chevaux du Kankyu, on va en voir tout à l'heure, ils étaient aussi assez impressionnants, c'était les mêmes. C'est des races très grandes, avec des longues jambes. Et on comprend que quand on compare les images de chevaux chinois sur la tombe du premier empereur, où ce sont des petits chevaux, et les images qui apparaissent dans l'art chinois à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, où on voit à côté de ces petits chevaux des grands chevaux très puissants et de grande taille, on comprend qu'ils aient toujours cherché à se fournir en étalons auprès des peuples qui élevaient ces chevaux. Alors évidemment, de même, on voit très bien la base écologique de tout ça. Le Ferghana est une plaine complètement entourée de montagnes et de piémonts avec d'excellents pâturages, et le Kankyu central, c'est aussi le cas avec tous ces piémonts. Donc, force militaire, et par conséquent, on conclura provisoirement par une considération qui a été trop longtemps ignorée, c'est que pendant 3 ou 4 siècles, le Kankyu, c'est le 4e partenaire dans le jeu politique et commercial au cœur de l'Eurasie. On parle toujours de 3 partenaires qui sont l'Empire parthe en Iran, la Chine et, en Bactriane et poussant vers l'Inde, l'Empire couchant. Eh bien, il y en a un 4e, c'est évident, c'est le Kankyu. C'est le grand empire des steppes qui est
qui participe à ce jeu et qui précède dans ce rôle ce qu'on va plus tard trouver avec les empires des steppes, des Hephthalites, 5e siècle, et surtout des Turcs à partir du 6e. Alors, next. L'image, donc, dans les sources chinoises, les Kangqiu apparaissent avant tout comme des armées, des guerriers, et par ailleurs comme un empire qui contrôle des ressources très convoitées. Alors, l'image que l'art antique nous a principalement laissé des Kangqiu, c'est l'image guerrière. Alors, voilà les Kangqiu représentés par leurs adversaires, leurs rivaux et voisins du Sud, qui étaient les Kushans. Ce sont des reliefs de terre cuite, de terre crue peinte, qui viennent du pavillon royal de Khalchayan en Ouzbékistan. Et certains, je dirais même tous ceux que vous voyez ici, vont être visibles au Louvre à Paris, au Louvre à partir du 24 novembre à l'exposition que nous sommes en train de préparer sur l'art et l'archéologie de l'Ouzbékistan. Alors, dans la moitié basse de ce choix d'image, vous avez les guerriers Kushans, c'est-à-dire issus du peuple des Yuezhi. C'est un peuple certainement apparenté aux Kangqiu. Je dis tout de suite que la notion de peuple Kangqiu est extrêmement difficile à cerner. Voilà. Pour les Yuezhi, on cerne mieux, parce que là, il est vraiment question d'un peuple qui a migré vers la Bactriane et dont est issue la dynastie des Kushans. Alors voilà les Yuezhi, ils se représentent eux-mêmes tels que les Chinois les ont décrits, c'est-à-dire avant tout comme des archers habillés à la légère, voilà, ils n'ont pas d'armure, ils ont des traits physiques très particuliers, qu'on a dit mongoloïdes, mais qui en fait, semble-t-il, ne le sont pas. Bien. Et dans la composition de Khalchayan, on voit que ces gens-là sont, selon l'interprétation actuellement la plus vraisemblable, sont affrontés à des guerriers qui ont un type physique différent. Alors, on dit europoïde, ça ressemble assez à la façon dont les Grecs représentaient les Scythes. Hein. Ils sont barbus, alors que les Yuezhi sont juste moustachus. Bien. Et ces guerriers affrontés aux Kushans sont des guerriers en armure, dite de cataphractaire, c'est-à-dire une armure couvrante, une armure en assemblage de plaques de fer. Ça couvre aussi les bras, vous voyez, tubulaire. Et il y a un casque et il y a un protège-cou qui est toujours représenté. Je passe sur les discussions sur l'interprétation de ces scènes. On a pensé au début qu'en fait, ce n'était pas un combat, c'était les Yuezhi, les Kushans alliés avec les Bactriens qu'ils avaient conquis. Et puis on a pensé que c'était peut-être des combats entre les Kushans et les gens qui les avaient précédés en Bactriane, qui étaient des Sakas, des Scythes, pas encore les Kangqiu. Selon l'interprétation actuelle proposée par Claude Rapin et à laquelle j'ai tendance maintenant à adhérer, ce serait en fait l'image de guerre frontalière entre les Kushans et les Kangqiu. Il se trouve que la frontière se trouvait sur une ligne montagneuse qui s'appelle les monts du Baïsoun. C'est, disons, vers le sud de l'Ouzbékistan actuel. On a trouvé et on a fouillé un long mur frontalier et il se trouve que le site royal de Khalchayan n'est pas loin de cette frontière. Donc ça pourrait en fait être les guerres frontalières entre Kushans et Kangqiu. Et nous savons par les Chinois que les relations entre Kushans et Kangqiu parfois étaient pacifiques et parfois ne l'étaient pas. Suivante. Next. Alors, voilà les Kangqiu représentés par eux-mêmes. Ce sont des plaques en os, des plaques de ceinture, qui ont été trouvées dans un grand cimetière près de Samarcande, le cimetière d'Orlat, qui semble avoir été
Alors, on n'est pas dans le cœur de l'État Kangkyu, mais on est visiblement dans une zone qu'il contrôlait. Alors, est-ce que, voilà, peut-être un grand établissement Kangkyu proche de Samarcande, hein. En tout cas, il se montre vraiment tel qu'ils veulent être montrés. Vous voyez, on retrouve l'image qu'on avait à Khalchayan, les armures avec plaques de fer. Bon, il se trouve que là, le protège-bras n'est pas une armure complète, il y a du cuir aussi. La collerette autour du cou, le casque. Alors, vous voyez, ils n'ont pas d'étrier. Hein. Les étriers, ça peut paraître paradoxal pour des guerriers aussi lourdement armés, mais ils n'ont pas d'étrier. L'étrier, les sculptures de Khalchayan datent probablement de la moitié du 1er siècle de notre ère. L'étrier apparaît dans la steppe avec le peuple des Avars à peu près au 5e siècle et se diffuse dans les empires de l'Ouest, y compris à Rome, progressivement, disons, à partir du 7e siècle. Là, il n'y a pas encore d'étrier. Et alors, vous voyez des points communs avec Khalchayan. Vous voyez ici, there is an animation for the head. Yeah. Vous voyez ici la tête coupée pendue à l'avant du cheval d'un guerrier qui a été tué. Ouais, bon. Et à Khalchayan, on a exactement la même chose. Voilà. Bon, ils n'étaient pas les seuls à couper les têtes de leurs ennemis ni à les pendre à leurs chevaux, mais ils semblent avoir beaucoup aimé ça. Et alors, ça ressemble assez... On a la même chose sur des reliefs de la mer Noire qui représentent des combats entre colons grecs et guerriers sarmates. Exactement la même chose. Next. Alors, voilà les Kangkyu à la chasse, autre activité qui les occupait beaucoup avec la guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une plaque en os qui est apparue très récemment, tout récent, c'est même pas publié. Hein. C'est mon collègue Podouchkine qui très aimablement nous a envoyé son PowerPoint. Et ça vient... alors, autant les plaques d'Orlat venaient, disons, d'une extension méridionale de l'Empire Kangkyu. Là, à Khalchayan, à cet endroit qui s'appelle donc Kuzilchar, on est au cœur de l'État Kangkyu. Ça se trouve dans la vallée qu'on appelle la vallée de l'Aris. On va être amené à en reparler. C'était probablement le cœur politique de l'État Kangkyu. Et vous voyez, c'est le même style. Et puis surtout, yeah, I think you have the next slide shows it together. Oui, vous voyez, on a aussi une scène de chasse dans les plaques d'Orlat, et vous voyez très bien, il y a une très grande unité de style hein, dans cet art de l'aristocratie Kangkyu. Il y a aussi de grandes similitudes de la manière dont ils se représentent. Alors ici, ils ne sont pas en armure, hein, c'est un cafetan croisé, comme ici, à la chasse. Là, ça ne se voit pas bien, mais ici, on voit qu'ils ont une déformation crânienne artificielle. C'est assez caractéristique. Dans les deux cas, ils chassent le mouflon, pas d'étrier. Donc, même allure et visiblement des artisans qui devaient circuler. Bon, il se peut aussi, évidemment, que ces plaques trouvées dans le cimetière d'Orlat aient été exécutées dans les régions centrales de l'Empire Kangkyu. Alors, j'attire votre attention sur un point que j'ai déjà mentionné, c'est l'image des chevaux Kangkyu. Hein, vous voyez, c'est quand même c'est extrêmement proche dans les deux images, c'est quand même très particulier. Ce sont des étalons, donc ils ont un mort de contrainte pour éviter de se mordre les uns les autres. Bon, ils ont l'air féroces, vous voyez. Bon, typique des chevaux steppiques. Ils ont la crinière taillée en brosse. Et vous les voyez, ce n'est pas du tout l'allure des anciens chevaux chinois. Hein. Ce n'est pas non plus l'allure des petits chevaux qu'auront plus tard les Mongols. Ce sont des grands chevaux à longues pattes, un très long cou. Bon, si on cherche des analogies dans les races équines aujourd'hui, ça ressemble assez aux chevaux turkmènes.
les Aralteques, qui ont toujours été extrêmement convoités. Beaucoup de détails morphologiques rappellent ça. Next, please. Alors, voilà, encore une autre image. Vous voyez, c'est quand même, ils aiment la férocité quand ils se mettent en scène. Alors ici, ça vient d'une région frontalière au nord-est, au Kirghizistan actuel, c'est le site de Kızılbudak. Alors, c'est peut-être pas vraiment Kangkyu, c'est peut-être leurs voisins, les Wusun, leurs voisins et adversaires. Bon, en tout cas, vous voyez, on est dans une continuité de type de représentation, avec ce qu'on a ici, c'est donc la présentation de la tête coupée d'un ennemi, et visiblement, on a là un personnage en armure, donc de cataphractaire, armure couvrante, même collerette exactement, c'est probablement le général qui a remporté cette victoire. Et on a ici un souverain, et des gens de sa cour, semble-t-il, qui saluent l'arrivée de l'armée victorieuse. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce souverain, vous voyez, il n'est pas à cheval, il est dans un chariot. Il se déplace dans un chariot et ça rappelle déjà les descriptions qu'on a des khans mongols qui pouvaient éventuellement à qui il pouvait arriver de recevoir des ambassadeurs en étant assis dans leur chariot. C'est encore décrit par l'évêque chrétien de Pékin à propos du souverain mongol de la dynastie des Yuan. Voilà. Donc, quand les Kangkyu sont mis en scène dans l'art antique par leurs adversaires ou par eux-mêmes, c'est sous un aspect guerrier, redoutable et vraiment féroce. Alors, donc, ce qui n'a pas facilité jusqu'à maintenant la prise en compte de l'histoire des Kangkyu, c'est que, bon, d'abord, il y a peu de sources écrites. Les seuls qui ont parlé des Kangkyu, ce sont les Chinois. Bon. Et par ailleurs, les sites archéologiques Kangkyu sont répartis entre 3 pays. Principalement le Kazakhstan, qui a vraiment les sites centraux, mais aussi l'Ouzbékistan, avec les royaumes vassaux de Sogdiane, et au nord, et aussi le Kirghizistan, avec la frontière nord-est, d'où vient cette gravure. Les archéologues de ces 3 pays n'ont pas très bien communiqué. Ça, c'est un phénomène regrettable qui s'est produit après la dissolution de l'URSS. À l'époque soviétique, il y avait tout le temps des colloques où les archéologues des différents pays d'Asie centrale pouvaient échanger leurs découvertes presque en direct. Et là, c'est plus vraiment le cas maintenant. Ça s'est fait plus rare. Bon, manque de ressources, parfois des rivalités entre ces États issus de l'Asie centrale soviétique. Ils n'ont pas très bien communiqué. Et pour aggraver le tout, il y a aussi au Kazakhstan un manque de coopération entre les institutions. On a d'un côté, donc, perhaps next, oui, on a d'un côté, can you show Podushkin's cover? Yeah. Comme je l'ai dit, on a d'un côté le plus actif des archéologues à l'université de Chimkent, qui est Alexandre Podushkin, qui est russe, ce qui n'est pas forcément ce qui lui rend parfois la tâche un petit peu difficile dans le cadre du Kazakhstan indépendant. Donc voilà, dans cette partie, donc à gauche de l'image, la couverture de son livre principal. Il a continué à beaucoup publier. Il est venu à Paris, il a présenté, il est l'auteur de la découverte qui a le plus renouvelé
la question du Kangkyu et dont je vais être amené à parler en détail à la prochaine séance, c'est-à-dire la découverte des inscriptions sogdiennes anciennes du site de Kultobe, qui est en fait la seule source écrite émise à l'intérieur de l'État Kangkyu. Bien. Alors, d'un côté, il y a Podushkin, de l'autre, il y a cette équipe qui a eu des gros moyens financiers autour de Yatsenko, une équipe donc russo-kazakh qui a publié donc ce recueil, qui est vraiment aujourd'hui la base de la collection la plus actuelle de données archéologiques sur le Kangkyu. Et vous voyez la liste des auteurs. Podushkin n'y est pas. Il est cité, mais il a été, bon, je le sais de manière très directe, il a été tenu à l'écart de l'entreprise. Donc évidemment, ça n'a pas beaucoup facilité une perception complète de ces questions. Alors il y a un autre facteur dont les archéologues d'aujourd'hui ne sont pas responsables. Next, ciao Jean. C'est que l'archéologie du Kangkyu est principalement une archéologie funéraire. Il y a des sites, ils ont des petits sites sédentaires, parfois fortifiés, qui apparaissent à partir du 1er siècle de notre ère, mais c'est quand même principalement des kurganes, des tombes nomades, etc., en très très grand nombre, des cimetières immenses avec des milliers de tombes, fouillées très partiellement. Et il se trouve qu'ils ont joué de malheur. Toutes les tombes royales et aristocratiques Kangkyu ont été pillées dans l'Antiquité. Il n'y en a pas une qui est intacte. Ou plutôt, il y en a une. C'est dans l'extension sud de l'Empire Kangkyu vers Samarcande. Bon, Samarcande, donc ici, le site de Koktepe, que vous voyez ici donc en haut de l'image, a été fouillé dans le cadre de la mission archéologique franco-ouzbek de Samarcande que je dirigeais par mon collaborateur Claude Rapin en 2000. Et cette tombe est la seule tombe Kangkyu intacte. Voilà, elle était complètement intacte, c'est la tombe d'une princesse. Vous voyez, là, vous avez la forme typique de ces tombes d'origine nomade, avec un corridor qui descend, une pente qui descend, des chambres latérales, le caveau. Alors, c'était... Bon, je passe sur les détails, c'était creusé sur un ancien TP. On voit le matériel associé à la princesse. C'est d'une part un matériel... Il y a trois origines de ce matériel. C'est vraiment, vraiment très, très éloquent. On a une parure de type nomade avec des boutons d'or cousus sur sa robe, hein, un diadème en or, mais à côté de ça, on a une céramique qui vient de Samarcande, et une céramique de bonne qualité. Donc on voit très bien que même sous domination Kangkyu, Samarcande n'est pas du tout une ville en déclin à ce moment-là. C'est une ville qui a un artisanat prospère et de qualité. Et donc, on comprend mieux maintenant pourquoi l'État Kangkyu s'est tellement intéressé à favoriser les échanges commerciaux entre Samarcande et la Chine. Et la Chine, eh ben, elle est là. C'est un miroir chinois, un miroir d'époque, disons, Han postérieure, qui appartient à un miroir d'argent plombé, qui appartient... Tout ça, vous le verrez à l'exposition. Au moins le miroir, on a réussi à le faire venir. Alors ce miroir, c'est pas n'importe quoi, parce qu'on a aussi des imitations. Ça, c'est un miroir chinois authentique qui appartient à une petite série. On a une centaine d'exemplaires dans le monde. Donc c'est une production de cours. Et donc, c'est un cadeau diplomatique. Voilà. Alors, comment est-ce que ça a fini par arriver dans la tombe de cette princesse? Sans doute pas directement, mais en tout cas, elle en avait hérité. Donc, cette découverte nous montre tout ce que pourraient nous apporter d'autres découvertes de tombes aristocratiques Kangkyu
non pillée. Mais malheureusement, c'est la seule. Bien, je crois que j'ai terminé cette introduction. Et donc maintenant, jusqu'à la fin de la séance, je passe la parole à Chao Zhong pour passer en revue les textes chinois. Alors, je signale que donc, moi, je m'exprime en français, mais Chao Zhong parlera en anglais. C'est beaucoup plus facile pour elle de passer de l'anglais au chinois et du chinois à l'anglais que de passer du chinois au français. Et comme il y aura beaucoup de chinois dans ce qu'elle va nous présenter, il se peut que demain, si mon collègue Nicolas Sims-Williams participe au séminaire, j'intervienne en anglais parce qu'il est britannique. Bon, je pense que ça pose problème pour personne. Alors, je reste ici parce que je vais continuer. Chao Zhong manipulera le PowerPoint et je vais continuer à montrer sur l'écran. Chao Zhong, Okay. it's you to speak. D'accord, merci Franck. Et bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi de revenir ici et de continuer l'enseignement avec Franck. Cette année, veuillez m'excuser de parler et de discuter plus vraiment en anglais, comme Franck a dit. Donc, cette année, excusez-moi. So, the most important reference of our reading this year are again the Zhonghua Shuju edition of the Tongdian, published in Beijing, together with the commentary published by Li Jingxiu and Yu Taishan in Shanghai in 2009. Our choice of 6 entries from Tongdian are linked in this list. And so last year, we concisely explained the structure of the 3 chapters from the Tongdian about the western region, Xiyu, or the western barbarian Xirong of ancient China. So this is the chapter 191, 192, and 193. And there are 6 entries about western people or western barbarian, if you want to say, of ancient China. So, in brief, although the listing of the 6 Western countries or peoples look disordered at the first glance, it is made based on the timing when ancient Chinese contacted or heard about, according to the interpretation of the main editors of Tongdian, Du You and his predecessors, Liu Zhi, from the Western Han Dynasty in the 2nd and 1st century BC, and to the latest one, Dashi, the Arabs, in the Tang Dynasty. So Dashi is here, the Arabs, and the first is Lowland, near Lopnor. From this list, we choose 6 entries about Sogdiana countries. So the first is Kangju Guo, here. The state of Kangju listed in the number 23, together with 3 countries appended to it, namely Cao Guo, Kabudan and Ichtihan, and He Guo, Kushania, and Shi Guo. Okay. So this region were recognized by the Tongdian editors as a country that had established contact with China as early as in the Western Han Dynasty. The 5th entry we selected and analyzed last year is Suyi, here, the number 49, namely Sogdiana. And finally, number 54, Shiguo, literally state of rock or stone, namely Chach, today's Tashkent, as actually Franz has already explained briefly in French. So, by taking Suyi as the first object of our in-depth reading, last year, we showed the information compiled in Tongdian on the western regions is actually a kind of patchwork. Then, based on the analysis of Yu Taishan and Li Jingxiu, I further identified the so-called unknown but precious source, here highlighted, this one highlighted in yellow ochre, and also this big country, Daguo, and a very enigmatic name, Tejumong. All these passages highlight in yellow ochre. Yeah, I hope the color is correct. Okay, should be the Lost Wei Shu or another text in the Northern Wei period. And as we explained last year, the Wei Shu, namely the book of the Wei dynasty,
was compiled in the 6th century and which is known to cover the history of the dynasty of Northern Wei and also the Eastern Wei. So the dynasty of Northern Wei starts from 386 to 535, and the Eastern Wei starts from 534 to 550 CE. So the Wei Shu covered the dynasty of Northern Wei and Eastern Wei as well as the early history of its founder, namely the Tuoba family of Xianbei people. This book, Wei Shu, I give it here as WS, was lost, essentially because many statements did not conform with the official historical view since the Sui and Tang dynasty around the 7th-8th century to just to 9th century. However, many chapters of it can be restored based on the Beishi, official history of the northern dynasties, as well as other works such as the Tongdian. So usually we call the recovered, restored Wei Shu with a kind of, how to say, special mark. And here I just initially take this text restored from Yu Taishan with the text with a asterisk here. So then after, we read this text in depth, the text of 5 Sui Sogdiana, and we then read a passage from text Shi Guo Church. Where am I right now? Okay. So then after completing this text 5, and we then go to the text 6. So here I just show a brief impression concerning how much we have discussed from the first text to the 6th text. So, concerning the entry of Kangju, which is actually a combination of the ancient state of Kangju, and then the state of Chach, and then the state of Samarkand, we read last year here the passage quoted from Wei Jie and Du Huan here about local funeral code and religion in Samarkand. They are very precious because they are not seen in any other Chinese sources. And then we read text 5, Sui Sogdiana. And then we read a passage from text 6, Shi Guo, here just one passage concerning an ancient city or town around today's Suyab, also called Agbeshin ruins, along the two rivers in today's Kyrgyzstan. And finally, at the final part of our seminar last year, we analyzed entry, the second text, Cao Guo. It means Ishtihan in the Sui dynasty, but it means a broader area from Ishtihan, Western Cao, to Uttoshana, Eastern Cao. In particular, we examined an enigmatic object called Poluo, and we assumed that it could mean a huge metal cauldron in front of a temple of the goddess Taksich, and in this huge metal cauldron, soup was provided monthly. So, this year we returned to text 1, Kangju, or Kangju Guo, namely the state of Kangju, based on Li Jingxiu and Yu Taishan's analysis. So I first divided this extreme long entry into 3 parts. So first part is the state of Kangju. At first glance, as Li and Yu explains, this is a mixture of Hanshu and Jinshu. I will explain what is Jinshu in the session 5. So I have to explain that maybe the colors in the lower right is a little bit different from the center because it is produced from different programs. However, it seems a little bit different here on the screen. Anyway, so the first part is the state of Kangju, and then the second part, what I called 1.1 bis, that is just a Chach, a single phrase that is just a single phrase from the lost Wei Shu.
And it is noteworthy that the commentary made by the Tongdian editors Liu Zhi and Du You in the Tang Dynasty here put in small characters that it said the history of the latter Wei, this is another name of Northern Wei dynasty, the history of the latter Wei says that the state of Church is namely the state of Kangju in the Han dynasty. So this is the bridge how the Tongdian editors combine the Church and Samarkand and the Kangju all together. And finally, the second part is, a third part is the longest part, is what I called 1.2, the state of Kang, Shirley, Samarkand. And they are from the texts in the Sui and Tang period and in the 7th and 8th century. If one compare with this text with text 5, namely Su Yi Sogdiana, it's obvious that the Hou Han Shu, the book of the Eastern Wei dynasty, is the main source of the Su Yi Sogdiana, but not for the Kangju people or the Samarkand at all in the Tongdian. This is one of the main topics that I would like to explore this year. And here I just make a brief note by propose my assumption that the key reason I suppose is that there was no entry on the Kangju state itself, except the entry on its vassals in the Hou Han Shu, or in any official histories about the Eastern Han being available to Du You in the late 8th century. In fact, it is well known that the Hou Han Shu was not yet completed when its author Fan Ye died in 445. In my view, the lack of the information about Kangju and the lack of information about Kangju, it is not a single phenomenon. Actually, in my lecture for Collège de France in 2018, as well as my Chinese paper published by the Osaka University in 2019, I have indicated that there is no entry on Kucha, Qiuci, in the chapter in the Hou Han Shu about the Western countries. Although it is true that there are many informative mentions, very detailed mentions about Kucha in the same book, mainly found in the biography of the Ban Chao, I will explain who is Ban Chao, but also in other chapters. So it is very interesting that in the chapter about the Western countries of the Hou Han Shu, namely the book of the Eastern Han Dynasty, there is no entry on the kingdom of Kucha, but there are entries, mentions on the 3 petty kings or vassals, I will explain a little bit later, which are subject to Kucha in today's Aksu, Tumshuk, Mahalbashi, etc. So I just made a slide 5 minutes before I leave my studio. So if my counting is correct, actually there are only 20 entries in the Hou Han Shu in the chapter concerning the Western countries. So the first is Jumi, or there are variants called Yumi, Umi, or whatever you like to spell it. But according to some Japanese scholars, it is Dandang Ulik near Khotan, in the region of Khotan, but very near to the Khotan city. And then we have Yutian, Khotan, and then Xiye and Zihe, most probably some smaller states also near Khotan. And then Deruo is a little bit controversial, but it's not my topic here. And then we have Wuyi Shanli, Alexandria, yes. And then Tiaozhi, another. Again. Alexandria of Arachosia, Kandahar, probably. Probably, yes. So Tiaozhi is also a very difficult problem. And then it is Anxi, safely we can call it Arsacid Iran, okay. And then Daqing, and also called Lijian, Roman Empire, but probably just Ptolemaic Egypt. And in the middle, the 10th, also a very long entry, is Da Yuezhi, the Great Yuezhi, or namely the Kushan Empire. And Gaofu scholars debate on whether it is Kabul or not. Then the number 12 is Tianzhu, Hindu.
And 13, it is Dongli or maybe Cheli, but at any rate in the southeast India. And 14, we have discussed last year. It is now read as Li Yi in today's current version of Hou Hanshu, but scholar knows that it is a text corruption of Su Yi, namely Sogdiana. And number 15 is Yan, again a very mysterious state, perhaps a nomad, we don't know. Then a 60 Yan Cai RZ. The number 17 is Suoju, today's Yarkang, and just between today's Kashgar and Khotan. And number 18 is Shula, Kashgar. The number 19 is Yanqi, Karashar. And then the number 20, or you can say 20 to 25 or 26, is Pulei and other 5 or 6 countries to the north of the Tian Shan mountain. So here, as we read from the text in the Hou Hanshu, the same book left to us today, we know that from number 14 to number 16, these are vassals or petty kingdoms, smaller kingdom, weaker kingdom, being subject, being subject to the Kangju state. So if there is Kangju should appear somehow between number 13 and 14, but actually it is not there. And then actually there is no Khotan from near Yarkang and Kashgar, and there is no Kucha. Although there is a single phrase that from Kashgar to Yanqi, from Kashgar to Kucha, one shall pass this and that vassal kingdoms. But anyway, there is no entries on Kangju, nor Kucha, nor Khotan, and it is a phenomenon to be explained. So concerning this phenomenon, I guess that the data about Qiusi and Kangju accumulated in the Eastern Han period could be too abundant, diverse, multivocal, or even contradictory, but non-official, for those ones after the year 127 CE. Because after this year, there is no record or official invoice from Kucha, nor from Kangju to the Han court. So Fan Ye, a historian living so late from that period, was unable to judge and digest them before his death. In other words, I assume that he did not write the entry for Kucha, nor for Kangju, nor for Khotan. This situation could perhaps explain why there is no information about Kushan kings after Kujilaka advises and his successors until Vasudeva in the 3rd century. Therefore, in Fan Ye's opinion, the fact that seems confirmable about Su Yi, Sogdiana, is that it is a land of domestic animals, 5 horses, and maybe we can elaborate it in our paper or letter sessions, whether there is 5 horses in Sogdiana or Su Yi. So anyway, according to Han Shu, in what Fan Ye compiled, Su Yi is a land of domestic animals, 5 horses, cattle, vineyard, and excellent water. Then here comes the question, why the Kangju, the Chach, the Zheshe, and Samarkand are mixed in Tongdian altogether? So here I provide a timeline from Chinese annals and select some important events about the Kangju in the Han period. I should say that the list of emperors is not an exhaustive one here. I just list what is involved about the event that we know about Kangju. So, the chronological range of Shiji and Han Shu and Hou Hanshu are shown like this. Noteworthy, first please look the yellow text, the establishment of the protectorate of Xiyu or western region of the Han China Empire. It was in 59 CE, in the Emperor of Xuan. And then we know clearly that this protectorate is fallen due to
attack of Xiongnu and other oasis state annexed with it during the usurper Wang Mang. So almost the death of the last general of the protectorate we know is exactly about 23 CE, or a little bit later, we don't know, we just lost his news. And then in the Eastern Han Dynasty, after the Guangwu Emperor, we know that the protectorate was re-established in 74 CE. And then, unfortunately, it was again abandoned in 107 CE. So there is still quite a long, about almost 100 years, but it will last until the end of Eastern Han Dynasty. But anyway, what we know about Western region for the most just stopped to the year of 127. So now I would like to know that it is noteworthy that the Ban Chao, the general called Ban Chao, is so active during the period when Eastern Han Dynasty was active in the Tarim Basin. So this famous general Ban Chao stayed in this Tarim Basin, usually we call Xi Yu, but he also somehow, explored area far beyond Xi Yu, far beyond the Tarim Basin, or a little bit western farther. Anyway, the Ban Chao stayed in the Xi Yu, or the western region, for 31 years. And he, together with his son Ban Yong, here, were the most knowledgeable persons about China's West in the Eastern Han period. In fact, it was Ban Yong who committed himself to help the abandonment of the protectorate and follow the Chinese army back to the Chinese capital in the rear. So it is well known that Hanshu, the orange one, our target in addition to Tongdian this year, was initially written by Ban Biao, and his project was continued by his son Ban Gu. So this is the genealogical diagram of Ban family. So Ban Biao and Ban Gu, they are father and son here and here. And Ban Gu was Ban Chao's elder brother, but somehow they were born in the same year. However, the Hanshu was finalized by their little sister Ban Zhao, except for the record about the astronomy and astrology. So she was their young sister as well as a very famous lady in her days. And generally, it is safe to say that the Kangju, the information of Kangju and most of the information about Northwest and Central Asia in the Hanshu is highly reliable, because we can say that this Ban family is very professional and very knowledgeable about what happens in China's West. Moreover, in the whole Hanshu, the yellow the yellow one, it is stated that the report about China's West is mainly digested from Ban Yong's report before his death. So, as I said, it is a remarkable phenomenon that the entry on Kucha and on Kangju are lacking, because Kucha was so active in the history of Han, while Kangju is known for its capricious attitude with the Han court. And in particular, Kucha is the city just near the seat of the protectorate general. The seat was set between Kucha and a kingdom in its east, the Kalasha, namely Qiuci and Yanqi. So now back to this timeline. Although the protectorate was once defeated after the fall of Western Han, this does not mean that the news was totally unknown to Chinese. The Han court knew that the kingdom of Suoju, Yarkand, rise against the Xiongnu and its neighboring city-states. And the king of Suoju, Yarkand, even conquered into Dayuan or Dawan, and most scholars believe that it is
today's Fergana. And then the king of Soju supported a puppet king there around perhaps 50 CE. And this caused the invasion of the Kangju people into Fergana. However, the union of Soju, the Yarkang, and the puppet king defeated them. As a result, the king of Soju permitted the original king of Fergana to reassume his throne in his kingdom. However, there are also unsolved problems about this event, such as the union of Zhizhi Chanyu. Chanyu is the term for the ruler of Xiongnu people, and his spatial name or some kind of epithet is Zhizhi of unknown etymology here. So the Chanyu Zhizhi is here. So one of the unsolved problems is the union of Chanyu Zhizhi of the northern Xiongnu and Kangju people around the middle of the 1st century BCE here. It is generally believed that the king of Kangju invited Zhizhi to settle at the Talas River, but in several years this betrayer was punished by Chinese envoys and Chinese expedition, well, in Chinese view, and so Zhizhi was killed by a Han expedition departing just near Kucha. Moreover, for example, during Zhang Qian's first mission to the west, so let's see, the first mission of Zhang Qian is to the Yuezhi or Bactria, and we know that the second mission of Zhang Qian was to Wusun, at any rate near the valley of the Tianshan Mountains. And then there in Western Han Dynasty, we know that very soon there was the first Han invasion into Dayuan, Dawan, or Fergana, but it failed. But in the next year, the Han Dynasty attacked again, and this time the Han invasion, the Han expedition win, and well, massacre the Fergana to some degree, unfortunately. So anyway, yes, so that is what we know about, generally we know about early activity of the Chinese dynasty in the West. However, it is noteworthy that during Zhang Qian's first mission to the West, when he was presumably captured somewhere by the Xiongnu and arrested, because we know very clearly that he arrived to Bactria, to the land where the Yuezhi was there, as late as 129 BCE. So for about 10 years or a little bit more, he was somewhere arrested by the Xiongnu people. So during the period when Zhang Qian was arrested somewhere, being unable to go further west, it is evident that some Kangju envoy has been known to Chinese court. As scholars note, two early attestations of Kangju in the Shiji and Hanshu, as early as 134 BCE. And today, the text of the Hanshu is confirmed to be generally reliable, I should say, by the unearthed wooden tallies near Dunhuang, a ruin called Xuanquan Post Stations, and Dunhuang is the gate of Han China to the west. And so, from these wooden tallies, the contact and communication between Han China and Kangju attested on the wooden tallies, we know that they can be safely dated in 52 BCE, and then another is in 49 BCE, and the third is 39 BCE. Actually, there are 6 or 7 tally or so. I mean, different. No, I should say there is first a very small scroll of tally composed of 6 or 7 sticks, and in addition, there are another 5 and 6 separate things. So there are actually 6 or 7 texts that could be test the communication between Kangju and China from the finding of Xuanquan, and 3 of these texts can be safely dated to this 3 year because the year is written there. So now we know that these wooden tallies unearthed from the area and
excavated scientifically by Chinese can support and generally support and fulfill what Han Shu described. And even more interesting is that this falls just into the period when the Han China and the country have difficult relations. So if we have enough time, we will also treat this part during this year. So I think actually my part is almost end and we can open discussion. À propos de la force militaire du Kangqiu, il y a un épisode extrême que j'aurais dû mentionner, c'est qu'à un certain... ils ont quand même poussé jusqu'à Turfan à un moment, en coalition avec les Kushan, et finalement les Chinois ont réussi à faire intervenir les Kushan qui tenaient à garder des bonnes relations commerciales avec la Chine pour calmer les Kangqiu. Donc on voit quand même que les Kangqiu pouvaient pousser très loin. When did it happen in that episode when they went as far as Turfan? Probably at the time of the Fergana Wars. This year, oh, sorry. Yeah, probably at that time, yes. Yes. Voilà, donc on a passé en revue le grand cadre historique. La semaine, ce qu'on fera, c'est que la semaine prochaine, demain, profitant de la présence probable de Nicolas Sims-Williams, avec qui j'ai donc édité les inscriptions de Koultobé, on s'étendra en détail sur ce nouvel ensemble documentaire qui, en fait, apporte un éclairage complètement imprévu parce que il est en réalité, d'un côté, ce sont les seuls textes historiques qui ont été produits à l'intérieur de l'Empire Kangqiu, et d'un autre côté, il y a un très gros problème de datation. En réalité, entre le deuxième siècle de notre ère et le milieu du troisième, il y a un gros problème de datation. On n'a pas actuellement de doctrine, et il est donc très difficile d'intégrer ces textes au récit historique sur le Kangqiu que nous pouvons créer à partir des documents chinois. Oui, donc cet épisode, ce qui est très intéressant, qu'a bien souligné Chao Zhong, c'est que ces documents épigraphiques chinois, écrits sur des baguettes de bambou trouvées dans une garnison près de Dunhuang, et qui en fait font état de l'arrivée d'arrivées successives d'ambassades qui sont prises en charge, ou bien qui se plaignent d'être mal prises en charge, d'être maltraitées. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires. C'est dans un contexte, d'une part, ça nous informe sur l'identité des royaumes qui envoyaient ces ambassades. Donc on voit très bien apparaître à ce moment-là une sorte l'alliance entre le Kangqiu et la Sogdiane. Et d'autre part, c'est dans un contexte inamical. C'est-à-dire que ces ambassades se plaignent d'être mal accueillies par les Chinois, et ça correspond vraiment assez exactement à ces années où les Chinois ont en fait craint une coalition militaire qui aurait uni les Kangqiu et les Xiongnu. Les Xiongnu, ennemis depuis très longtemps et plus proches des frontières nord de la Chine, et les Kangqiu qui semblent avoir déjà disposé d'une technologie militaire en réalité plus avancée, en partie probablement héritée des empires sédentaires qui avaient précédé. Et donc, on a dans ces années, n'est-ce pas, ce prétendant au trône des Xiongnu, donc c'est le frère du Shan Yu. Shan Yu est le souverain des Xiongnu. Il y avait toujours des histoires de famille. Finalement, il y a un des prétendants est accueilli dans une zone frontalière qui est probablement la rivière du Talas.
ça pose quelques problèmes. Il est accueilli par les Kankyu et ça dure un certain nombre d'années. Et puis, finalement, les relations se dégradent entre les Kankyu et lui. Il épouse une princesse Kankyu, il la tue. Bon, hein. Mais malgré tout, il est là. Il est là. Et il faudra une expédition chinoise très forte pour arriver à en venir à bout. Et ça, c'est un épisode qui a duré oui, ça a pris quand même 8 ans. Et ça correspond exactement, c'est ce qui est très intéressant avec ces nouveaux documents, donc près de Dunhuang, c'est que ça correspond au même moment. Et donc c'est une phase de crise entre les Kankyu et les Chinois. Des phases de crise, il y en aura d'autres, on va en parler. Disons que les Chinois se plaignent. Enfin, pour les Chinois, les Xiongnu sont des barbares qu'on est depuis longtemps arrivé à gérer. Voilà. On arrive quand même à... Ils se comportent normalement avec les ambassadeurs. Ce sont des vieux ennemis, mais qu'on arrive à gérer. Les Kankyu sont des gens pas polis, qui se comportent pas bien, qui traitent mal les ambassadeurs chinois, qui les humilient et qui ne sont pas fiables. Et on voit très bien le jeu dans cette question. Et à plusieurs reprises, également, ce qui se passe, les Chinois ont compris très tôt, on va être amené à revenir là-dessus, que les ambassades des Kankyu n'étaient pas destinées à exprimer une volonté de soumission politique à la Chine, mais qui était en fait la couverture d'entreprises de pénétration commerciale. Et très tôt, on soupçonne que derrière les ambassades des Kankyu, il y a des missions commerciales de Samarcande. Et on en a maintenant la preuve avec l'un de ces documents donc, trouvés près de Dunhuang, où on voit que l'ambassade... Non, c'est plutôt en... oui, l'un de ces documents trouvés près de Dunhuang montre que, effectivement, les envoyés des Sogdiens voyagent avec les envoyés du roi des Kankyu, et il y a toute une histoire de trafic de chameaux. Donc là, petit à petit, on voit émerger derrière la façade politique de l'Empire Kankyu, on voit émerger la réalité politique et économique de la Sogdiane qui est en train de monter en puissance. C'est le cadre, disons, général dans lequel nous allons évoluer cette année.